En fin de compte, on est parti, clairement, en laissant tout derrière nous. Nos biens immobiliers et on a reconstruit de zéro. Indépendamment qu'on a mis 5 ans à monter le projet, qu'on a souhaité être en contrôle, on est toujours en zone d'inconfort et on n'est jamais en contrôle. C'est le key learning. Et je crois qu'en fait, c'est ça que lorsqu'on se revient en arrière, on se dit, on a beaucoup appris par rapport à ça et c'est là où vous vous dites, il y a une plus grande fierté encore de l'avoir fait. Hello, bienvenue sur le podcast des Leaders sans frontières, le podcast où nous partons à la rencontre des meilleures pratiques managériales et entrepreneuriales, inspirées des différences culturelles et de l'international. Je m'appelle Paul Tressens et vis au Vietnam depuis 2022. En créant ce podcast, mon ambition est de vous aider à élargir votre champ des possibles et appliquer des méthodes venues d'ailleurs dans votre quotidien. Je vous souhaite un bon voyage avec notre invité pour un nouvel épisode des Leaders sans frontières. Bonne écoute! Bonjour Laurence, merci beaucoup d'avoir accepté de participer au podcast des Leaders sans frontières. Bonjour Paul, je suis ravie de participer à ce podcast avec toi. Merci beaucoup. Alors, avant de commencer cet épisode, je vais préciser un petit élément pour nos auditeurs. On ne citera pas de nom d'entreprise, mais ça n'empêche pas que ton expérience va étayer l'échange. Et donc, ce qui nous intéresse, c'est les méthodologies et les expériences que tu as vécues durant ta carrière. Donc, dans un premier temps, est-ce que tu peux te présenter, nous expliquer qui tu es, ce que tu fais et d'où tu viens? Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Laurence Bolsen-Legel, je suis franco-canadienne. Je suis aussi une maman de 2 garçons et mariée avec un époux très supportif, comme on dit en Nord-Amérique. J'ai une carrière internationale sur un scope en Nord-Amérique et au départ en Europe. J'ai une éducation en fait, qui a été dès le départ, très liée aux échanges internationaux dans les business schools que j'ai fait puisque j'ai étudié, en France, j'ai étudié en Chine pendant plus d'1 an et demi. J'ai étudié aussi en Netherlands et ensuite après j'ai pris la décision, de partir à l'international. Déjà la première fois, faire mon premier job en Nord-Amérique aux États-Unis dans une industrie, complètement différente qui était l'industrie, de l'entertainment et ensuite après je suis revenue en Europe et là j'ai passé, jusqu'à aujourd'hui et dans les années futures, une carrière, dans les CPG, donc dans les produits de grande consommation avec des entreprises, leaders sur leur marché. Aussi bien donc, aux États-Unis, au Canada qu'en Europe et depuis, maintenant, depuis, 4 ans, sur un plan, global, sur un scope global international. Donc j'ai eu des rôles, aussi bien, dans des directions commerciales, dans la négociation, internationale, dans l'évaluation aussi, en trade marketing, en marketing, mais aussi, en finance et comment on évalue un compte de résultat ou un PNL, en anglais et depuis maintenant plus de 7 ans, sur une expertise, qui est, tout simplement, d'évaluer, les stratégies, liées, au prix, à la promotion, à l'assortiment, des différents types de produits, pour investir, et faire de l'optimisation. Donc aujourd'hui, ouais, comme tu viens de l'expliquer, ton expertise est actuellement sur le Growth Revenue Management. Est-ce que tu peux expliquer un peu plus en détail ce que c'est et ce que tu fais et comment tu impactes la stratégie de ces grands groupes à ton niveau qui à la base était national, puis d'un point de vue régional sur des continents et aujourd'hui à l'échelle globale? À l'origine, le revenu gross management, tous les gens qui vont écouter de podcast sont en fin de compte des clients. C'est prendre l'avion et c'est se dire: «Dans cet avion, en fait, je suis pas tout seul» et en fonction du prix auquel j'achète mon produit, m'achète mon billet d'avion, eh bien le prix, il évolue en fonction de la capacité, si l'avion est rempli ou pas, de la destination, de la période, du coût du carburant, des taxes et cetera. Moi, je fais exactement ce type de métier-là avec une dimension un peu plus large. Mon rôle dans l'organisation, c'est comment faire en sorte, à travers les produits qu'on développe, les produits qu'on met sur le marché, comment ces produits sont packagés et font en sorte qu'à chaque fois qu'on a un de nos clients, où qu'il soit dans le monde, quelle que soit l'occasion qu'il consomme le produit, ce produit, il est à la bonne place, il est packagé de la bonne façon, avec le bon packaging, il est au bon endroit
il est au bon format, il a le bon prix et aussi, de temps en temps, il a la bonne promotion associée et ces enjeux-là permet d'optimiser en fin de compte la relation, et impacter le compte de résultat de nos clients qui peuvent être aussi bien des distributeurs que, des producteurs, que des compagnies aériennes, du cinéma et cetera. Et aujourd'hui, donc tu travailles à l'échelle globale dans un grand groupe. Heu, Ça représente à peu près combien de pays? Et en termes de taille, d'équipe, tu travailles avec, combien de personnes pour, en échelle de grandeur, en Dans fait? les groupes que j'ai été amenée à travailler, c'est des groupes en fin de compte qui sont de plus de 100 000 personnes dans le monde entier, qui sont présents dans plus de 45 pays. Et des équipes, que ça soit des équipes en dotline, c'est aujourd'hui dans mes principaux, c'est plus de 250 personnes dans 43, dans 43 pays. Et aujourd'hui, quand tu fais des stratégies justement qui vont impacter, ces pays, comment est-ce que tu prends en compte les différences culturelles? Parce que quand tu crées une stratégie, j'imagine que, on définit pas forcément une stratégie de la même façon pour un pays émergent comme en Asie, par exemple, que par rapport à l'Amérique du Nord, par exemple, ou l'Europe. Comment est-ce que tu mets ça en place? Alors ça, ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, on travaille sur des frameworks globaux et ensuite après, c'est les pays déploient ces frameworks. Ils les déploient en fonction aussi de la typologie de leur pays et cette typologie, elle passe par, quel est le profil du client? Quel est aujourd'hui, mon scope géographique? Quels sont aujourd'hui, mes futurs lieux de consommation? Quel type, notamment, à quel type d'endroit je vais consommer, tel type de produit ou tel type de service? Et en fonction de ça, on affine bien évidemment, toute la mise en œuvre et le déploiement, pour impacter le business, en local. La connaissance de pays est vraiment clé. On se rend compte dans l'industrie laquelle je travaille, qu'en fonction, en fin de compte, de différents pays, on peut être amené à avoir des clusters. C'est-à-dire, on peut se dire que, en fonction de certaines métriques communes, même si c'est des pays qui ne sont pas identiques, je vais donner un exemple, par exemple, entre, UK, United Kingdom, donc l'Angleterre et le Japon, d'un point de vue, distributeur, on peut dire qu'on a un design qui est identique et pourtant la culture est extrêmement différente. On quand on échange avec un japonais, quand on échange avec un anglais, ils ont pas du tout la même culture et encore moins la culture managériale et pourtant sur ce type d'industrie-là, on se rend compte que, nos clients ont un design opérationnel qui est identique. Donc comment aussi on fait en sorte d'optimiser cette approche au service aussi, de nos futurs consommateurs. Tu parles de framework. Moi, il y a une question, que je me pose, c'est quelle méthode tu utilises pour justement prendre des décisions et les appliquer dans ce contexte international et que ça soit assez générique, en fait, pour qu'ensuite ça vienne s'adapter et correspondre aux attentes de chaque pays et de chaque, general manager de chaque pays? Dans un premier temps, déjà, on set up l'ambition. Enfin, ça, c'est la première chose. C'est où est-ce qu'on veut aller? Ça s'appuie sur des business cases. Et qu'est-ce qu'on veut atteindre? Et après, c'est, le how, comment on va le faire? Et on le fait, heu, potentiellement, d'une même manière, mais différemment dans le déploiement. Et c'est ça aujourd'hui, cette capacité à intégrer, des enjeux potentiellement, géographiques qui sont différents ou des enjeux qui sont liés, à la maturité en fin de compte, du pays. Et c'est sur cette approche-là qu'on a je pense qu'il y a une grande agilité. Quand on est dans une dimension internationale, notre capacité à être agile et mettre au service d'un pays d'autres best practices qui ont lieu dans le pays, mais dont on va être obligé de retravailler, repackager au service des autres. C'est aussi ça notre enjeu majeur, hein. Pour être plus efficace, plus agile et aller plus vite aussi pour répondre aux besoins de nos clients. Tu parles justement de best practice. Comment est-ce que tu fais pour arriver à analyser le fait que une
bonne méthode dans un pays va fonctionner et va être applicable dans un autre pays. Parce que ça peut être propre à un marché particulier, tout comme ça peut devenir une règle générale. Comment tu fais la différence? Ça, on est déjà, on a une évaluation, on a une post-analysis par rapport à la méthodologie mise en œuvre. Dans le travail que l'on fait, on a des références, on a des standards par rapport à ce sur quoi on travaille et ensuite après ces standards, on les analyse. Donc on a des métriques d'évaluation, qui sont des KPI qui nous permet de faire de confirmer le business case. Alors pas que sur le papier, mais le premier business case qu'on a fait, ensuite après on l'implémente dans un pays et on évalue donc le niveau de performance en fonction des indicateurs qu'on a identifiés. Heu, on À travers cette analyse-là, on peut se dire: est-ce que cette approche et les résultats peuvent être scalable, peut être dupliqués dans d'autres types de pays ou peut être adapté en fonction du pays qui va être, amené à le mettre en œuvre et voilà, c'est ça en fait, hein, la notre approche aussi. C'est d'aller, plus vite, plus rapide au départ dans un framework qui est commun, appuyé sur un langage commun, sur des métriques communes et sur une manière de travailler aussi qui, puisse être, duplicable avec des profils différents, des profils qui vont être complémentaires et qui vont permettre notamment, d'atteindre l'objectif et l'ambition qu'on s'est fixée. Positionner des cibles, mettre en place un plan d'application pour atteindre ces objectifs et ensuite faire une remontée de data, une remontée de l'analyse et de cette remontée de data-là, savoir ensuite si le modèle est duplicable ou non en fait. Exactement et des remontées quantitatives et qualitatives aussi, bien évidemment. J'aimerais qu'on revienne sur ton histoire. Est-ce que tu peux me raconter l'histoire de ton expatriation? Tu t'expliquais ton parcours entre l'Europe et l'Amérique du Nord. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus? Ce qui t'a poussé à partir de France, à aller au Canada notamment? Oui, alors c'est une histoire de vie. C'est intéressant parce que c'est ce qui fait aussi que, ça fait partie de nos valeurs, c'est d'aller au bout de nos envies et de mettre en œuvre, notamment ces envies au service en fait, de notre avenir et c'est en fait l'enjeu commun qu'on a eu avec mon époux. On voyageait énormément tous les 2. Avant aussi, lui aussi à titre personnel et moi aussi et plus professionnellement et à un moment donné, on s'est dit: «Mais, en fait, est-ce qu'on aurait, heu, est-ce qu'on aurait envie d'aller plus loin?» Et quand nos enfants, en fait, sont nés, quelques années après, on a senti un besoin impérieux de leur transmettre une éducation à l'international, une capacité d'ouverture sur les autres, découverte aussi d'autres cultures, d'autres environnements, au service de leur éducation et d'un style de vie. Pour ça, on a mis 5 ans pour mettre en place ce projet. Donc c'est un projet de familial, mais c'est pour ça que je dis que c'est un projet de vie aussi. Parce que ça a eu beaucoup ensuite après, un accélérateur sur nos sphères, professionnelles, sociales, et communautaires. Et donc on a mis 5 ans pour mettre en place le projet. On a pris, des décisions parfois difficiles, de s'éloigner de nos familles respectives, de notre environnement amical, familial, professionnel, puisqu'on a tous les 2 changé de métier, changé dans certains cas d'industrie et pour ma part, pour faciliter ce projet, j'ai pris la décision, supportée bien sûr par mon époux, parce que je pense qu'on ne peut pas faire ça tout seul et ça sera un des key learning aussi, c'est un projet commun, donc chacun supporte, est supporteur de l'autre. Et j'ai pris la décision de repartir de repartir en business schools et de faire un double MBA. Un MBA donc en executive MBA, en Europe et ensuite après, un executive MBA en finance, à HEC, en Nord-Amérique, pour faciliter aussi, une nouvelle approche en fin de compte, de la finance internationale, mais surtout une capacité à travailler dans un mode d'éducation différent, dans un apprentissage aussi de cross collaboration et ça a été un véritable atout puisque ça m'a facilité mon entrée sur le marché du travail. Pourquoi? Puisqu'en fin de compte, on est parti clairement en laissant tout derrière nous, nos biens immobiliers, et on a reconstruit de zéro. Et indépendamment qu'on a mis 5 ans à monter le projet, qu'on a souhaité être en contrôle, on est toujours en zone d'inconfort et on n'est jamais en contrôle. C'est le key learning.
Et je crois qu'en fait, c'est ça que lorsqu'on se revient en arrière, on se dit: «On a beaucoup appris par rapport à ça» et c'est là où vous vous dites: «Il y a une plus grande fierté encore de l'avoir fait» parce que et d'aller au bout de ses envies et on a en fait, mis à peu près, un peu moins de 3 ans à avoir une capacité à être 100 à être intégré dans notre communauté, à être intégré, dans notre lieu de travail, au niveau de nos enfants. En moins d'un an aussi une capacité à absorber un nouveau système éducatif, des langues différentes, aussi et se dire que, c'était le bon choix. Au départ, on s'était dit, «On restera potentiellement 3 ans» et en fait, on a désormais une double nationalité. C'est la raison pour laquelle que je suis franco-canadienne et nos enfants, certains de nos enfants, ont étudié en Nord-Amérique, enfin les 2 étudient en Nord-Amérique, même si un est rentré en Europe et on se sent vraiment binationaux. Donc je dis souvent: «Ma tête est très nord-américaine, mon mindset est très nord-américain, mais mon cœur est extrêmement». D'où part cette décision? À quel moment, si tu remontes un petit peu l'échelle du temps, hem, j'ai une espèce de double question qui me vient, c'est comment est-ce que vous prenez cette décision de partir et un peu quelles sont les attentes, au moment de partir? Le plus dur, c'est peut-être de prendre cette décision-là, mais pour nous, ça n'a pas été le plus dur parce que c'était vraiment ancré en nous et on s'est tous les 2 dit qu'on le regretterait si on ne le faisait pas et qu'on n'avait rien à perdre, même s'il fallait reconstruire au retour. Parce que souvent un expatrié te dira que le plus compliqué, c'est pas de partir, mais c'est comment gérer ce retour, si on souhaite revenir. Et je pense que on s'est pas posé la question de se dire: «Est-ce que ça va être compliqué ou pas?» On a essayé de mettre en œuvre à travers ce fameux business case de 5 ans, où on a mis différents types d'étapes, où on a aussi fait en sorte d'anticiper que les 2 allaient être supporters. Un allait travailler avant l'autre allait retourner aussi en education, mais sur le lieu de résidence, donc en Nord-Amérique ce qui a fortement facilité aussi. Et on y allait aussi avec une soif de découvrir, de comprendre, d'apprendre, de connecter et de s'enrichir. Aussi bien pour nous 2 que pour nos enfants, pour leur éducation future, pour leur avenir et on et ça a été «au-dessus» entre guillemets de nos espérances. Mmh. Tu parles justement de la volonté de découvrir, de nouveaux environnements. Justement, quand tu arrives au Canada, c'est aux alentours de 2009, si tu me Exactement, contredis si 2008 voilà, exactement. ouais, 2008. Quelles sont les différences notables entre la France et le Ce Canada? qui est assez amusant, c'est que tu discutes avec un Français, tout le monde te dira, le Canada et notamment en étant localisé, à Montréal, dans la province du Québec, la langue principale étant le français, tout le monde pense que, on a encore plus de facilité que si on était, par exemple, localisé à Toronto, dans l'Ontario ou en Colombie-Britannique, à Vancouver ou dans l'Alberta, à, ou dans l'Alberta, Edmonton, par exemple. Et en fait, pas du tout. Une expatriation reste une expatriation. Je pense que moi, ce qui m'a le plus surpris, c'est, leur capacité, hem, d'aller vite dans l'environnement professionnel, par exemple. La capacité à s'aligner très rapidement pour aller directement, en mode action, en équipe, pour atteindre le résultat. Ça, d'un point de vue professionnel. Mais j'ai plein d'autres exemples. Hem, D'un point de vue plus personnel, c'est une culture, qui est extrêmement drivée sur une ouverture à la diversité et à l'inclusion c'est ça aussi que j'étais venue chercher, cette capacité autour de toi, d'être entouré d'une mixité, en fait, de personnes qui ont fait le même mouvement que toi, mais pas dans les mêmes conditions. Dans certains, ils ont été malheureusement confrontés à le faire, avec beaucoup de réfugiés, par exemple des réfugiés politiques ou d'autres qui l'ont fait, mais dans des conditions plus favorisées. Donc tu as une très forte mixité culturelle, aussi bien, liée à dans le lieu que d'où tu viens, ou liée à ta religion et je trouve ça très, très extrêmement riche. Pour toi, comment bien construire sa carrière à l'international? Se servir de ce qu'on a fait auparavant, heu
pour se dire: «Est-ce que ça a le valeur demain à l'international en expatriation?» C'est ce que je dis souvent aux gens qui me qui, qui me contactent en me disant, heu: «Comment je pourrais aller travailler dans tel type de pays?» Posez-vous la question de vous dire: «Quelle valeur au pays par rapport au scope que vous allez avoir demain, vous allez pouvoir amener versus des gens qui sont déjà présents dans ce pays-là, qui connaissent la culture, les way of working, qui ont cette capacité aussi à comprendre l'industrie dans lequel vous êtes?» Et je pense que c'est extrêmement important de savoir, à travers son profil, qu'est-ce que ce profil peut servir dans les différentes, entreprises auxquelles que potentiellement vous allez cibler pour aller sur une carrière internationale. Bien évidemment, après, c'est l'ouverture. Je crois beaucoup à la notion de se dire que lorsqu'on fait de l'international, le premier enjeu, c'est d'avoir cette capacité de s'intégrer et pas l'inverse. Et pas se dire que je viens, avec un sac à dos rempli, d'une partie de la France, d'une partie de mon éducation et les gens auxquels je vais rencontrer dans ce nouveau pays doivent s'adapter à moi. Non, au contraire, c'est une formidable opportunité d'avoir les yeux ouverts, de d'essayer de comprendre comment les gens fonctionnent, comment les gens raisonnent, comment les gens agissent et comment à travers, ces différents éléments, on peut être amené à s'adapter, à comprendre que ça peut aussi nous faire grandir et nous enrichir et je crois que c'est une vraie ouverture d'esprit à avoir, hein. Tu es au Canada de 2009 à 2016 et après 7 années passées, en Nord-Amérique, tu rentres en Europe. Quels sont les éléments qui, à nouveau, t'interpellent quand tu rentres, en France? La grande différence, c'est que je passe d'une culture nord-américaine, à et je reviens dans une culture très européenne et très française. Un exemple, la les 1 semaines au travail, j'ai bien mis 6 mois à me réadapter à des way of working, françaises, par exemple. Est-ce que tu peux donner, ouais, des exemples? Ça faisait beaucoup rire mes enfants et mes équipes, mais surtout mes équipes. C'est, eh bien, par exemple, tous les matins, l'arrivée de passer du temps à la machine à café, était pour moi quelque chose que je n'avais pas du tout exploré pendant, les 7 dernières années. Commencer un meeting avec du retard, était quelque chose aussi de novateur ou d'avoir, quelques slides où il y avait plutôt on commençait plutôt par, par des enjeux de se dire: «Eh ben, voilà mes challenges» et mon mindset était plutôt, est toujours très drivé sur les opportunités. Donc il y a eu une adaptation, hein, et je caricature bien évidemment, mais il y a eu une adaptation aussi au rythme du travail. On passe d'un rythme de travail qui est un peu différent. En Nord-Amérique, la way of life est extrêmement importante, la balance life est extrêmement importante. Elle fait partie aussi, je dirais des habilités d'un manager à faire en sorte, d'avoir une qualité de vie au travail la plus efficace possible et la plus enrichissante possible sur l'ensemble des personnes. Ça fait partie intégrante de l'ADN aussi, que j'ai conservé et cette notion aussi de reward et de recognition. Pour moi, c'est extrêmement important aussi dans le management des équipes, heu, d'avoir cette capacité à évaluer mais plus que ça, à être amené aussi à faire en sorte à reconnaître les performances de l'individu et cette reconnaissance, pas simplement pour lui en face à face, mais aussi au sein de l'organisation, qui est un moyen pour moi aussi heu, de valoriser, de encore plus faire grandir, les personnes et d'inspirer aussi d'autres, en se disant que c'est possible. Alors, tu parles de 2 choses qui sont très intéressantes, le temps de travail. Est-ce que, du coup, tu as réussi à amener des méthodologies, nord-américaines, en Europe et faire évoluer peut-être un petit peu, dans une espèce de biculturalité, le mindset de ton équipe? Je crois beaucoup à cette capacité à être très efficace, si aussi, tu as cette capacité aussi à te ressourcer, capacité à t'inspirer et capacité à être bien dans tes sphères, connexes de ton travail. Le 2e point aussi, c'est,
la capacité à des prises de décision rapides, heu, sur une base en fait, axée sur une bonne connaissance des enjeux, sur une capacité aussi à s'aligner sur des objectifs communs, des indicateurs de mesure qui permet ensuite après, de passer, à de l'action et à l'évaluation du résultat. Et alors un point plus pour cette notion aussi d'être bien dans dans travailler as one, je crois beaucoup à la cross collaboration avec des profils différents. Je me rappelle la première année que je suis rentrée, j'ai instauré, Halloween, dans l'ensemble de mon équipe. Tout le monde était, déguisé, aucun axe, évidemment, hiérarchique et cetera. Et on je me souviendrai toujours, on avait filmé, on avait filmé cette journée et l'étendue de l'impact que ça a eu dans cette organisation, a été assez intéressant. C'est-à-dire que malgré le rythme, malgré les enjeux, on peut être amené à un moment donné à passer des moments ensemble qui vont fédérer, et qui vont permettre aussi après, d'être encore plus forts, ensemble. On est sur fédérer, créer un esprit d'équipe. Juste avant, tu parlais également d'award, de reward, donc de récompense. Euh, Qu'est-ce que tu mets en place justement pour stimuler tes équipes et pour les entraîner dans un processus qui va être positif et qui va être fédérateur avec l'objectif de récompense justement? Comment est-ce que tu mets ça en place? Bah, je crois on n'est pas tout seul dans cet acte-là. Lorsqu'on est un leader, on doit aussi avoir une capacité d'inspiration, une capacité aussi à être role model, heu, de, pour ma part, d'être à même de pouvoir dire: «Non, je ne sais pas», que se tromper, c'est apprendre et qu'apprendre, c'est grandir, aussi et on fait mieux à plusieurs, que parfois on fait mieux que tout seul. Et que la force d'une équipe aussi, c'est vraiment, d'être là, de soutenir, de faire grandir, d'évoluer, de prendre des risques, de se tromper, mais aussi d'apprendre de ses erreurs pour encore mieux grandir, d'aller voir ce qui se passe ailleurs et se dire que, ailleurs, on a sûrement des choses à apprendre et encore plus à apprendre sur des gens qui sont nos compétiteurs, qui sont dans la même industrie que nous, mais qui font différemment et comment on le met au service de l'autre. Hem et hem et de mettre en avant aussi les gens avec qui tu travailles. Ce que je suis le plus fière, c'est de faire grandir les gens autour de moi et j'ai des gens aujourd'hui qui étaient dans mes équipes au Canada et qui ont été mes boss et j'ai été leurs boss et qui aujourd'hui, sont à des niveaux, dans une organisation, heu, qui ont grandi encore plus vite et je me dis qu'à un moment donné, on fait partie de ce chemin-là. On fait partie d'un chemin professionnel et j'attends ça aussi des gens qui me lead, hein, heu, au quotidien aussi. Bien sûr. Et tu parles justement de cette notion d'erreur et d'apprentissage. Les erreurs, ça fait partie intégrante du développement professionnel. On fait tous des erreurs au quotidien. Euh, Quand tu fais face à une erreur de ta part ou de l'un de tes collaborateurs, comment tu appréhendes et tu gères la situation et qu'est-ce que tu mets en place pour transformer ça en une opportunité d'apprentissage? Alors déjà, c'est des règles au sein de l'équipe, c'est que chacun a droit à faire des erreurs, ça fait partie du processus de l'apprentissage. Voilà. Ce qui ne ferait pas partie du processus de l'apprentissage, c'est la multiplication de la même erreur. Mais quand ensuite après, tu te dis que la personne a fait une erreur et que tu comprends et tu as compris où est l'erreur et pourquoi cette erreur a été faite, c'est comment en fin de compte, utiliser cette erreur, enfin en tout cas cette situation au service du business et faire en sorte de se dire comment la personne, l'équipe, heu, comprennent la situation et mettent en place le gap qui n'a pour combler et faire en sorte que la prochaine fois, ça devienne en fin de compte, un atout. Il y a un très bon livre, que j'ai fait lire à que j'ai acheté que j'ai acheté, et que je fais lire autour de moi, s'appelle Le pouvoir de l'échec et ouais et qui est un livre qui est fait par un Québécois, dans un domaine extrêmement différent et que je recommande à chacun de lire, à même donner à ses enfants
dans l'éducation, c'est extrêmement enrichissant et ça notamment démystifie complètement la notion d'avoir peur, parce que quand on fait une erreur, on a souvent peur. Donc on va rarement dans des zones d'inconfort. Les gens qui sont été amenés et se disent que autour de soi, ils vont en fin de compte aller sur une prise de risque ou potentiellement faire une action qu'ils n'avaient pas imaginé faire, mais ils savent que de toute façon, ils seront accompagnés, quel que soit le résultat, et qu'ils apprendront, sont d'autant plus performants aussi à aller sur des nouveaux territoires, donc dans l'innovation. Et c'est un vrai atout aussi, hein, d'avoir ce type de profil dans une équipe et dans une organisation. Ouais, bien sûr, et le fait de ne plus avoir peur de l'échec fait que, bah, la probabilité d'avoir un gain, est démultipliée parce qu'on n'a plus peur d'échouer et forcément, la créativité, prend le pas et la dynamique crée forcément un élan positif qui, entraîne vers le succès. Exactement, oui. Est-ce que tu peux me raconter un challenge marquant, une histoire, qui, à titre personnel comme professionnel, t'a fait grandir dans ta carrière? Quand je suis arrivée en Nord-Amérique, j'ai travaillé, avec une équipe, de plus de 43 nationalités, hein, dans un grand groupe international. Et je crois qu'un de mes principaux, challenges a été hem, et bien, de m'intégrer dans cette équipe multiculturelle. Et je me souviendrai, au début, j'étais plutôt, hem, dans la réserve, hein, plutôt en train d'observer et et j'ai eu une chance formidable, c'est que j'avais un vice-président qui avait fortement travaillé à l'étranger, fortement travaillé en Europe et qui m'a accompagnée en fin de compte dans ce changement, dans cette intégration. Et on avait trouvé en fin de compte une passion commune, le ski. Et à travers en fin de compte, je dirais du temps passé ensemble, à l'extérieur, en famille, avec ma famille et avec d'autres personnes de la même, de la même équipe et de la même entreprise, on a réussi en fin de compte, j'ai eu un formidable accélérateur d'intégration. Intégration dans la culture déjà, même du pays, intégration aussi dans la culture, aussi de l'entreprise. Et le challenge est devenu une formidable opportunité. Et si j'avais pas eu, je pense, cet accompagnement, je suis pas sûre que j'aurais été, aussi rapidement, à l'aise dans ce nouvel environnement et performante. Oui, c'est quand tu arrives dans de nouvelles équipes comme ça, c'est trouver des points d'ancrage avec des valeurs communes, avec des centres d'intérêt communs Ouais, qui permettent d'accélérer, on va dire, le process d'intégration, ouais. exactement. Si tu devais, recommencer l'aventure aujourd'hui et partir dans un autre pays en tenant compte, de la des situations, actuelles, géopolitiques, tu partirais où? J'ai beaucoup voyagé ces 4 dernières années. J'ai 2 pays qui m'ont extrêmement marquée. J'ai été très impressionnée par l'Indonésie et je sais que tu connais très bien l'Asie. C'est un pays, qui, heu, qui a aujourd'hui, une éducation, extrêmement forte, un profil, à la fois de mixité féminin et masculin très intéressant, très intégré aussi, dans les entreprises, très agile, avec une très bonne capacité aussi à travailler en cross collaboration et aussi avec des profils très différents, à l'international. Hem Et ensuite après, j'ai aussi un coup de cœur pour les pays, latino-américains, heu, où, je trouve, extrêmement intéressant, hem, leur approche en fait de l'optimisation de leur, de nombre de personnes qui sont de leur culture au service, des clients. Donc c'est aussi une zone qui m'intéresserait. Tu parles de ces 2 pays qui, sont quasiment à l'opposé dans le globe et moi, j'ai envie de revenir sur une question parce que ta carrière a commencé, en France, puis elle a évolué au Canada, puis après elle a évolué sur des dimensions globales. Comment est-ce que tu as fait évoluer ta posture managériale au fur et à mesure des années? Je pense que, chaque nouveau rôle amène un nouveau mandat avec des situations différentes.
avec des enjeux différents, des objectifs différents, qui amènent aussi, renforcer ta posture et être toujours en phase aussi avec ses valeurs. Moi, j'ai des valeurs qui sont très ancrées, que je montre, que je démontre et que je revendique et je crois qu'aussi ça amène beaucoup de crédibilité. Voilà, I do what I say and I say what I do et c'est très important pour moi et je suis aussi dans des organisations dont mes valeurs aussi sont en phase avec les valeurs et les missions dans l'entreprise auquel je travaille. Donc aussi qui permet aussi ensuite après d'être porté et d'être engagé à travers ça et de démontrer aussi, la consistance. OK. Tu as fait notamment, 2 MBA, je vais y revenir. Heu, Quels sont les enseignements que tu tires de ces expériences, au-delà des compétences purement en finance et en marketing? Capacité dans un premier temps à travailler avec des profils extrêmement différents. Lorsque j'ai fait mon MBA, mon 1er MBA, on était 2 femmes sur 51 personnes avec, aucune personne dans ces plus de 50 personnes qui étaient de même industrie et la richesse de cette capacité à travailler en commun sur un projet commun m'a beaucoup aidée à mes futurs rôles. Ensuite, c'est la notion en fin de compte, de, tu souvent ça une approche holistique. Comment, on est amené à prendre du recul, à identifier l'ensemble des enjeux, au service, de ton activité ou de ton mandat. Ça aussi, ça a été un 2e point et le 3e point, c'est véritablement la multiculturalité. Donc cette mixité de multiculturalité et multi-industrie, m'a aussi beaucoup aidée, dans les futurs, choix que j'ai faits professionnels, et aussi, dans les connexions aussi. Et puis on le sait, c'est un levier de networking. Ce sont des gens aujourd'hui que je continue à être connectée, on continue à s'auto-challenger, à se poser mutuellement, à partager des enjeux et à co-construire ensemble et ça, je trouve ça extrêmement riche et c'est aussi un moyen aussi d'aller plus loin que simplement l'aspect académique. Est-ce que tu as un indispensable? Alors moi, ce que j'appelle un indispensable, c'est, un livre, un outil, une activité, un média, par exemple, que tu utilises, heu, de façon récurrente et qui t'accompagne dans ta vie? Je dis souvent: «Ma priorité sont mes enfants et mon époux» et ce parcours n'aurait pas pu être fait sans eux. Donc je crois beaucoup à une notion de balance life. Donc cette capacité à être bien entouré et qui t'inspire. Moi, mes enfants m'inspirent au quotidien. Mon mari est extrêmement supportif et c'est un véritable atout. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, c'est aussi cette capacité de très bien gérer des moments de pause. J'ai appris à dire non. J'ai appris à ralentir à des moments très précis. J'ai appris à prendre du temps pour moi. Et ça passe par, des activités sportives qui me sont indispensables par rapport à ma gestion de mon temps de travail et ma gestion de ma vie personnelle. Qu'est-ce que tu fais comme sport, par exemple? Je fais des speed triathlons, l'hiver je skie, je fais du skating et je fais du ski alpin. Heu voilà, j'ai et pour moi c'est être bien dans un corps sain et ça c'est très important. Une alimentation aussi équilibrée. Ensuite, après il y a toute la partie aussi inspiration. L'inspiration, elle passe parfois, par des moments, que je peux me retrouver, seule, mais elle passe aussi par d'autres types de moments que je peux avoir, avec des gens que j'ai autour de moi ou des rencontres qui me permettent, sur un sujet donné, de renforcer en fin de compte mes connaissances et d'amener aussi à cette notion d'inspiration. Et puis bien sûr, il y a la lecture, qui fait partie intégrante. Je dis souvent lorsque j'intègre un nouveau collaborateur dans l'équipe, je lui donne un livre qui s'appelle The 90 Days. C'est comment dans les trois premiers mois, hem, on on intègre à la fois son nouveau rôle,
dans le savoir-être et le savoir-faire et ce qui facilite l'accélération ensuite après des prochaines étapes et dans la notion de se dire aussi de la gestion de comment on gère son temps et comment la lenteur peut être une source d'inspiration et une source aussi d'efficiency. L'éloge de la lenteur d'Honoré Carré est un livre aussi qui amène à l'inspiration. Tu devais transmettre un conseil à une personne qui souhaite justement évoluer dans un grand groupe, quel serait-il? Alors je ne sais pas si c'est associé à un grand groupe, mais je crois que si on est clair sur, ce qu'on a envie de faire, ce qu'on est capable de faire et d'aller identifier des gens qui vont vous accompagner pour le faire, tout est possible. Hem, je pense que la propre limite qu'on peut se donner, c'est la limite qu'on se donne à soi-même. OK. Oui, ça, c'est quelque chose qui est applicable, dans les grands groupes, dans les multinationales, mais aussi, dans les PME, les startups, bien sûr, c'est global. Mais n'importe où et je pense que c'est pas lié au nombre de personnes auxquelles tu es dans une entreprise ou associé à ton équipe ou à ton scope. Elle est aussi liée à soi et j'ai rarement vu des parcours linéaires. Quand les gens me disent qu'ils n'ont eu, que des, parcours, d'évolution, sans jamais aucun challenge, je suis toujours assez surprise puisque un parcours professionnel ou un parcours de vie est amené aussi à des situations qu'on n'avait pas anticipées, potentiellement pas celles qu'on avait, espérées et nous amène aussi à grandir et il faut être prêt aussi à un moment donné à potentiellement faire un pas de côté, ou faire différemment pour aller là où on a envie d'aller et je crois que rien n'est écrit et qu'il y a tout à écrire et c'est ça en fait qui est assez intéressant parce qu'en plus on peut mettre une signature. Ouais, ouais, tout à fait d'accord. Bah, c'est ce qui a fait que je suis parti au Vietnam, il y a 2 ans. Voilà. Où est-ce qu'on peut te suivre, ou te contacter, aujourd'hui? Alors sans aucun problème, les gens peuvent me contacter, sur LinkedIn et mes adresses email, ainsi que les liens sont accessibles à à chacun d'entre vous. Super. Bah, merci beaucoup Laurence, merci pour ton temps et merci d'avoir, répondu à mes questions. Merci pour ce moment, ensemble et je te souhaite, plein de followers sur ce nouveau format, qui est en plus hyper enrichissant quel que soit le projet des gens. Soit de voyager dans leur tête, soit vraiment, d'aller, s'expatrier ou revenir en fait, dans leur pays d'origine et à très bientôt. C'est vraiment l'objectif, diffuser, les meilleures pratiques managériales, entrepreneuriales et de leadership, que ça soit les diffuser de l'international vers la France, mais également, de la France, vers l'international. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir partagé, ton expérience. Merci, à très bientôt. Au revoir Paul. Notre, émission s'achève. J'espère que vous avez passé un bon moment et que vous avez, de nouvelles idées pour élargir vos horizons. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez me noter 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et si vous souhaitez rejoindre la communauté des leaders sans frontières, vous pouvez me rejoindre sur LinkedIn ou sur Instagram. Je vous remercie et je vous dis à très vite pour repousser vos frontières. Au revoir.